Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes très contents de vous retrouver pour cette vidéo débat qui concerne cette fois-ci un film français. Oui, nous avons osé, nous allons parler d'un film français, n'est-ce pas Cyril? Oui, Bah oui, on l'a jamais, on fait rarement sur notre chaîne, et en plus c'est un film français que nous avons trouvé très intéressant, un film de genre, c'est Le Chant du Loup d'Antonin Baudry. Bah d'ailleurs, tu veux définir ce qu'est le Chant du Loup d'ailleurs? Parce qu'il y en a peut-être qui se disent, c'est quoi le Chant du Loup? déjà c'est marrant, un bon film français, c'est quand il est américain. On va en parler, il est fait à l'américaine. Le chant du loup, donc c'est le titre de ce film. Le chant du loup, c'est ce son qui est capté par un sous-marin lorsqu'un sonar plonge dans l'eau pour le repérer. Donc à ce moment-là, ceux qui sont dans le sous-marin entendent ce son, qui est le chant du loup, comme un danger. Hmm. Voilà. Et donc, quand on entend le chant du loup, c'est branle-bas de combat. Voilà, il faut se protéger, il faut tout faire pour éviter d'en arriver au chant du loup. C'est lorsque le sous-marin est en danger. Voilà, donc Le Chant du Loup, en plus, c'est un gros budget, c'est une grosse production française. Il y a un casting de fou, il y a François Civil, Omar Sy, Mathieu Kassovitz. Il y a une actrice, il n'y a qu'une femme dans ce casting, c'est Paula Beer, Hmm. qu'on a vu dans le film de Ozon Friends, parce que c'est une actrice allemande. Donc c'est vraiment un casting 4 étoiles pour ce film qui, je ne sais pas s'il a eu un gros succès, mais en tout cas, nous, on l'a particulièrement apprécié. Alors le chant du loup, ça parle de quoi? Eh ben, ça parle d'un jeune homme qui a un certain don, c'est-à-dire que il peut entendre et analyser tous les bruits qui sont autour de lui. Donc c'est plus que l'oreille absolue. Voilà. Et Il le donc dit bien, il faut faire attention justement, il le dit bien pendant le film, on lui pose la question, vous avez l'oreille absolue. L'oreille absolue, ça concerne la musique, il oui, s'agit oui, de reconnaître les notes. Là, c'est pas ça, il reconnaît tout. voilà, C'est-à-dire qu'il a en tête tous les bâtiments, d'accord. tous les navires, il les a en tête et il est capable de reconnaître, en fait, il est capable même de reconnaître tous les bruits qui sont dans l'eau. Si c'est un cachalot, si c'est une Voilà. baleine, si c'est un dauphin, il les reconnaît. Et donc Euh, il est dans un sous-marin, donc l'action se passe dans un sous-marin, il est ce qu'on appelle l'oreille d'or, c'est que comme Cyril a dit, il peut donc entendre et capter tous les sons qui sont et surtout les comprendre. voilà. Et Parce que dans un c'est sous-marin, il n'y a pas de fenêtre et donc le son, c'est extrêmement important, c'est comme ça qu'on peut déceler un ennemi ou pas. Et donc ça se passe au moment de la guerre en Syrie. On est dans une sorte de politique fiction, hein, mais ça se passe donc pas la guerre en Syrie. Et donc ce personnage qui a donc cette oreille d'or se trompe. Et il va arriver que il a failli mettre tout son équipage en danger. hmm. Et donc il est plus ou moins rejeté par sa hiérarchie et il va donc il va devoir donc regagner la confiance de l'équipage et aller dans une autre mission qui sera encore plus Encore plus dangereuse que dangereux. la précédente. C'est les C'est grandes ça lignes, hein. l'intrigue. Ah oui, mais c'est le synopsis. C'est Ah vrai, oui, c'est le synopsis. c'est la Ça, grande c'est le ligne. synopsis de film. On est vraiment dans un film de genre, un film de guerre, hein, un film qui se passe dans un sous-marin. Et c'est vraiment le synopsis du film. Et ce qui est plus étonnant, c'est que c'est le premier long métrage du réalisateur Antonin Baudry, qui était diplomate sous Villepin. Et il a déjà réalisé quelques documentaires et c'est son premier long métrage. Il a donc pitché le scénar au producteur Jérôme Sédou et qui, alors moi ça me dépasse, mais qui visiblement a aimé le scénario. Visiblement le budget, tout ça, ça ne l'a pas effrayé. Il a dit Banco écrit le scénar. Et donc voilà, le film existe. Et le film n'a pas eu un... Enfin, j'espère qu'il a eu un certain succès parce que, on va dire ça rapidement, mais moi, c'est un film que j'ai vraiment aimé. On est vraiment dans un film de genre, bien filmé, efficace, beau visuellement, très travaillé au niveau du son. Et c'est vraiment un film que j'ai trouvé intéressant. C'est pour ça qu'on fait ce débat. Tu es d'accord Oui, avec oui, moi oui. sur ce Oui, film-là? oui, on va expliquer comment il a été fait. C'est-à-dire pour moi, il est vraiment fait à l'américaine. Voilà. Euh, Tu veux rajouter quelque chose au niveau de l'intrigue rapidement? L'intrigue, c'est ce qui était intriguant quand on voyait la bande-annonce, c'est que la bande-annonce qui était très bien faite, très bien rythmée, pouvait nous laisser entendre que c'était un film fantastique. Le truc, c'est que donc ce personnage, l'oreille d'or, qui s'appelle Chaussette, qui s'appelle Chantraide, mais tout le monde l'appelle Chaussette dans le film, c'est expliqué dans le film, bon, euh, il, il doit repérer donc tous les sons et reconnaître tous les sons. Au début,
ils sont en mission, ils doivent récupérer des plongeurs et il entend un bruit qu'il ne reconnaît pas. C'est-à-dire que ça le déstabilise complètement. Le son qu'il entend n'arrive pas à le- à le- il n'arrive pas à déterminer si c'est un sous-marin, si c'est une frégate ou si c'est carrément un cachalot. Parce que ce qu'il entend n'est pas censé exister. Or, la réponse nous est donnée tout de suite dans le film, c'est pour ça que bon, j'ai insisté là-dessus, c'est que c'est définitivement pas un film fantastique, puisqu'on nous montre le sous-marin ennemi dès le début. Lorsqu'il se pose la question, il y a un plan extérieur du sous-marin, on voit l'autre sous-marin qui est un peu en dessous. Donc c'est grillé dès le début, c'est pas un film fantastique, c'est bel et bien un sous-marin ennemi que l'Oreille d'Or donc, a repéré. Mais c'est un sous-marin qui ne devrait pas exister, qui ne devrait pas être là. Et là est tout le propos du film. Voilà. Donc c'est un film, comme on l'a dit, enfin, comme on peut le deviner, hein, c'est un film très réaliste. C'est-à-dire que le réalisateur et les acteurs, ils étaient vraiment dans un sous-marin, ils ont C'est été pour ça que je dis que ils sont c'est immergés. à l'américaine. C'est-à-dire Voilà. que le réalisateur a passé, d'après ce qu'on lit, c'est une semaine dans chacun des deux types de sous-marins. Il y a les sous-marins lanceurs d'engins et les sous-marins nucléaires. Il a été dans chacun des deux types de sous-marins. Donc il a passé 2 semaines à bord de sous-marins. Donc il s'est imprégné de la vie à bord, très important pour lui, du langage des sous-mariniers, qui est restitué tel quel dans le film. Et euh, totalement à l'américaine, les acteurs principaux, Mathieu Kassovitz, Omar Sy, Kader Retab, je crois que ça s'appelle comme ça, Ok. et François Civil, okay, que moi je ne connaissais pas du tout. Ils ont aussi passé, d'après ce que j'ai lu, une journée dans un sous-marin en profondeur maximale. Voilà, ce qui explique donc le côté très réaliste du film au niveau des décors, au niveau des gestes des sous-mariniers. Enfin, on sent que vraiment les acteurs se sont vraiment imprégnés. Et c'est tel quel. Alors, c'est pas tourné dans un sous-marin, c'est tourné en décor, Mm. mais c'est tourné en décor réel parce qu'il insiste sur le fait, l'auteur, il insiste sur le fait que tout a été recréé à l'échelle 1, sans tricher. C'est-à-dire que les décors qui ont été fabriqués retranscrivent très exactement ce qui se passe dans un sous-marin à l'échelle. Donc il a fallu régler ce qu'il appelle la chorégraphie de tous ces acteurs en fait. Il a fallu qu'ils jouent exactement comme ils étaient dans un sous-marin puisque c'était réellement recréé à l'échelle d'un sous-marin. Donc il y a une ambiance, il y a une vraie ambiance très très étouffée dans ce Alors, je film crois que qui est parfaitement voulu. tu voulais dire quelques mots également sur les gestes militaires. Ça va, le réalisme Voilà, va jusque-là. c'est un point qui est quand même assez curieux, qui fait qu'on devrait pousser l'analyse jusqu'au bout de ça. Omar Sy joue le commandant du sous-marin, ou l'un des commandants du sous-marin, et il fait un salut militaire qui est comme ça. Le salut militaire français, c'est comme ça. Omar Sy fait un salut militaire comme ça. La paume vers le bas, et c'est le salut américain. Alors, dans l'histoire, ce salut nous vient du Moyen-Âge, du temps de la chevalerie, où les chevaliers, avant un duel, par respect mutuel, soulèvent leur visière pour se montrer, se regarder droit dans les yeux. Et ensuite, ils rabaissent, et voilà. C'est ce geste-là qui a été gardé dans l'histoire. Mais le fait que Omar Sy, qui est un supérieur hiérarchique, fasse le salut américain, pour moi, ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas dit dans le film, moi je vois ce que ça dit dans le film, c'est un détail qui a son importance, parce que Baudry, l'auteur du film, qui a été diplomate sous Villepin, qui a travaillé au ministère de l'Intérieur, ce genre de choses qu'il sait très bien, est-ce qu'on est à bord d'un sous-marin français ou est-ce qu'on est à bord d'un sous-marin dirigé par l'OTAN et par l'Amérique? C'est une petite question que moi je me pose, qui peut se poser quand on va juste faire ce geste-là. C'est un aspect de politique fiction que je trouve très très intéressant, en rappelant vraiment que donc l'auteur a vu les choses de l'intérieur. Voilà. D'accord. Alors, donc, comme vous avez bien compris, hein, vu le titre du film, le son design est extrêmement important, hein. Il a été réalisé par c'est le Skywalker Sound. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Je pense que il n'y a pas beaucoup de films français qui ont été. Puisque le film tourne autour du personnage de François Civil Chantrette, qui est l'oreille d'or, qui est celui qui doit comprendre tous les sons.
On va expliquer ça, que le film est axé là-dessus. La production le sonore, le sound design du film est extrêmement important et il l'a confié à Skywalker Sound, qui est quand même pas rien, c'est la société de George Lucas. Mm. Euh, je ne sais pas si s'il y a des sociétés françaises capables de rivaliser avec ça, mais clairement Skywalker Sound c'est les meilleurs. Ça veut dire qu'il a particulièrement soigné le design sonore du film, ce qui est lié au propos du film. Pour moi, le film tourne autour de la psychologie du personnage de Chantred, puisqu'on a affaire à quelqu'un qui ne vit que par le son. On nous montre quelqu'un qui est quasiment associable, qui a qui a du mal. Il n'est pas associable, mais il a quand même du mal. Il a une vie intérieure qui est entièrement liée au son. Dès le départ, il est quand même très perturbé par le son de ce sous-marin qui ne devrait pas exister. Donc il est obsessionnel. Il y a une scène qui est très belle, c'est une scène de sexe, donc c'est la seule femme, donc Incarné par Paula voilà, Beer. incarnée par Paula. Alors l'auteur dit que ce personnage est très important parce que elle représente le monde extérieur. Chantred, donc c'est quelqu'un qui vit en permanence dans un sous-marin. Et elle représente le monde extérieur, le monde étranger en fait, le monde extérieur, le monde terrestre. Et c'est l'élément perturbateur pour le personnage. C'est l'élément perturbateur pour le microcosme du personnage. Or lui, en tant que sous-marinier et en tant que militaire, il a affaire au macrocosme en quelque sorte, c'est-à-dire aux affaires du monde. Cette rencontre avec ce personnage extérieur, avec cette femme, va complètement perturber tout ça. Il rencontre cette femme, il y a une scène de sexe, et cette scène de sexe, au lieu d'être cliché, on nous montre Chantred être même là obsédé par le son. Ce qui l'intéresse dans cette scène, c'est d'entendre tous les mouvements de son cœur, on a l'impression même qu'il entend chacune des veines, chacun des mouvements du corps, et c'est montré exactement comme ça. Il prend du plaisir en écoutant le son que ça fait de copuler, quoi, voilà. C'est quand même une scène, c'est une scène très curieuse, c'est une scène très très originale, et surtout, alors là on arrive dans la narration, et là on peut enchaîner sur le fait que le personnage, que la narration du film nous montre un personnage qui vit un voyage initiatique. Cette femme qu'il rencontre est un élément perturbateur, parce qu'elle fume du cannabis. On l'apprend un peu plus tard, après cette scène de sexe, elle fume, et c'est pas lui qui fume, c'est elle. Et c'est ce qui va créer un problème, et c'est ce qui fait qu'il va perdre la confiance de son équipe. C'est pour ça que je disais, c'est les grandes lignes dans le détail, c'est ça, c'est cet élément perturbateur-là qui est inconscient et pas du tout voulu par ce personnage, qui va le désolidariser de son équipe. Donc il y a une séparation de son équipe avec lesquels ces gens avec lesquels il est ami. Ce sont des gens qui l'appellent Chaussette pour une raison précise, c'est qu'il se baladait en chaussettes dans le sous-marin pour faire le moins de bruit possible. Bon. Il est séparé, ce qui veut dire quelque chose dans le voyage initiatique. Alors toi, tu voulais parler de... C'est toi qui... Oui, si tu veux, on peut enchaîner là-dessus. Voilà, le livre Le héros aux mille un visages de Joseph Campbell, et donc il a écrit tout un texte sur le voyage initiatique. C'est une structure narrative qu'on retrouve dans énormément d'histoires, d'intrigues, de films, notamment les Star Wars, Seigneur des Anneaux, Tolkien, ou même dans Mad Max Fury Road, on retrouve cette structure narrative-là. Et on la retrouve également dans ce film, ce qui est encore... Ce qui est surprenant. Et surtout dans un film français, on n'en a pas vraiment de voir ce schéma narratif-là. Je m'attendais à une histoire vraiment calibrée, c'est-à-dire la vie dans un sous-marin avec ce problème d'espionnage, de contre-espionnage qui est de reconnaître un sous-marin ennemi. Okay, je pensais que le film ne serait que ça, et même comme ça aurait été passionnant. Voilà. Et tout d'un coup, il y a cette cassure où les personnages sont séparés, ce qui correspond au voyage initiatique tel qu'analysé par Joseph Campbell, c'est-à-dire les amis se séparent dans l'histoire qui est racontée.
Les amis sont séparés, puis ils vont se retrouver à la fin. Et Voilà. on est exactement dans cette structure narrative. Ils se retrouvent à la fin et ils reviennent au point de départ. On Il revient en il quelque sorte à revient, un point de départ, mais mais ils reviennent transformés. ils reviennent transformés, à Et là, jamais, psychologiquement et même Et physiquement. on va en parler. Les, les amis d'avant sont les ennemis, ils deviennent les ennemis. C'est aussi un autre aspect intéressant du film qu'on va développer. Bah écoutez, maintenant, on va parler maintenant des influences de ce film, hein, puisqu'on est clairement dans un film de genre, de sous-marin, et on est également dans la politique fiction. Alors des films de sous-marins, il y en a eu bien évidemment beaucoup, pas en France, Mais américain, mais alors américains français, ou allemands même. Il y a par exemple Das Boot, voilà. qui est pour les sous-mariniers le film le plus crédible, le plus réaliste sur le sujet. C'est-à-dire C'est que c'est leur ce qui a film été révélé favori. Ouais. à Baudry par les sous-mariniers qu'il a Voilà. rencontrés. Et Eux-mêmes ont donc, dit ça, leur film le plus fidèle, c'est Das Boot, Das le Boot. bateau de Petersen. Voilà. Voilà. Donc, après, il y a bien sûr énormément d'autres films sur le sous-marin, sur les thématiques du sous-marin, US, Alabama de Tony Scott. Oui, il y a USS Alabama, mais ça raconte pas du tout ça. USS Ouais, Alabama, de c'est Tony une Scott. histoire de Oui, dans un mutinerie. sous-marin. Ok. Tu torpilles. Il y a Torpille Torpille sous l'Atlantique de Dick Powell, 1951 ou 57, années 50, peu importe, Mm. qui n'est pas vraiment une histoire de sous-marin, mais on est clairement dans le champ du loup, puisque c'est un destroyer américain qui chasse un sous-marin allemand. Les deux se font la guerre, s'envoient des torpilles, et il faut voir ce film, il est très beau, on ne dit pas la fin. Mais il y a ce petit truc en plus dans le champ du loup, qui est la dissuasion atomique. C'est ce dont veut vraiment parler l'auteur, Antonin Aubry. Il veut parler de cette absurdité, en quelque sorte, qui est qu'on a affaire à des militaires qui sont là pour préserver la paix. C'est ce que tout militaire se dit, pour tout faire pour éviter la guerre, mais ils sont dans des sous-marins lanceurs d'engins et des sous-marins nucléaires. Donc des sous-marins qui sont capables d'envoyer des engins nucléaires sur un autre pays. Il s'agit de dissuasion nucléaire. Donc comment faire pour préserver la paix tout en étant dans des engins qui peuvent annihiler le monde entier, quoi. C'est de ça dont parle le film. Et là, on est dans un autre type de film qui est plutôt point limite de Ciné Lumet, Fail-Safe, avec Henry Fonda. Ça se passe pas du tout dans un sous-marin, ça se passe dans un bureau. C'est le président américain qui doit se décider à envoyer une frappe nucléaire sur l'ennemi ou pas. Dans le film de Ciné Lumet, il le fait, et une fois que la machine est enclenchée, il n'y a rien qui peut l'arrêter. Une fois qu'il est décidé que les frappes nucléaires sont envoyées, il y a suffisamment de protections qui sont enclenchées pour ne pas enrayer ce processus. C'est exactement ce dont parle le film. Alors, il y a un film de sous-marin qui s'appelle À vos postes, au poste de combat, je crois, donc The Bedford Incident, de James Harris, avec Sidney Poitier et Richard Widmark, qui est la même chose que le film de Lumet, mais à bord d'un sous-marin. Donc là, on est beaucoup plus dans une influence directe du film. Je ne sais pas si l'auteur Baudry le connaît ou pas. Et là c'est pareil que Fail-Safe. Donc il n'y a rien qui peut arrêter la frappe nucléaire au final. Dans une autre influence dans l'écriture du film, puisqu'on a affaire à un film d'espionnage, de contre-espionnage et de politique fiction, c'est clairement du Tom Clancy. C'est-à-dire que je pense beaucoup, on peut penser beaucoup à Jack Ryan, le personnage de Chantraid peut très bien être assimilé à Jack Ryan. Donc, à la poursuite d'Octobre Rouge, John McTiernan. de McTiernan, on est vraiment dans un film de sous-marin. C'est pas la même histoire dans Octobre Rouge, c'est l'histoire d'un transfuge russe d'un commandant russe de sous-marin qui veut être transfuge sans que ça se sache. Bon, mais il a une structure narrative très proche. La structure narrative, c'est très parce proche. On trouve que le personnage incarné par François Civil est assez proche de celui de Jack Ryan. Voilà, il y a des similitudes. Voilà, c'est pour ça qu'on a pensé à ça. C'est un homme de bureau qui devient, à cause des circonstances, à cause de ce qui l'a perturbé dans sa vie, qui devient un homme d'action sur le terrain. Jusqu'au bout, c'est lui qui va tout changer. Là aussi, on peut revenir au scénario. Son microcosme qui a changé donc sa vie intime qui a changé lorsqu'il a rencontré cette femme, change tout l'avenir du monde, parce que c'est à cause d'elle qu'il est séparé de ses amis, et c'est pour cette raison qu'il va être
obligé d'aller dans un autre sous-marin français pour aller sur le terrain et essayer d'influencer le tir, le tir nucléaire, parce qu'il ne reste plus qu'une chose à faire, parce que toutes les communications sont coupées, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est deux sous-marins face à face qui essayent soit de communiquer, ils essayent même d'envoyer un plongeur, bon, on va pas en dire trop, mais ils essayent même d'envoyer un plongeur pour essayer d'aller communiquer en morse en tapant sur la paroi du sous-marin pour lui indiquer que non, il ne faut pas il faut pas lancer cette frappe nucléaire. Donc il devient un homme de terrain. Voilà. Donc là, on est les influences directes ce genre de situation. Donc c'est Jack Ryan dans 2 films, La poursuite d'Octobre Rouge et roman, et La somme de toutes les peurs, puisqu'on a aussi une frappe nucléaire inarrêtable dans La somme de toutes les peurs. Et c'est le Jack Ryan qui va faire la différence. D'accord. Ouais. Bon, maintenant, on va parler de la fin du film. Si tu veux, on peut parler aussi de l'aspect politique. Là, on va vraiment Oui. spoiler à mort. On a déjà un peu spoilé au On y début. va doucement, oui. Mais là, on va parler de la fin. Donc, si vous n'avez pas vu le film, c'est trop tard parce qu'il n'est plus à l'affiche. On vous conseille d'aller à la conclusion de la vidéo ou de vous arrêter là. Parce que là, on va carrément parler de la fin. Donc de la finalité du film. De la finalité du film. Donc, si vous n'avez pas vu le film, regardez-le et revenez voir cette vidéo. Voilà. Donc pour la fin, on va d'abord dire que le personnage incarné par François Civil, il devient sourd, le pauvre. Ah ouais, tu le dis comme ça direct, son ménagement, ok. Ah oui, il devient sourd. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi, je suis là pour dire un peu les détails. Pourquoi? Ce que je trouve important, et là on arrive à un fait politique qui dit dans le film, dans les interviews d'Anthony Aubry, il ne va pas jusque-là, mais on sent que quelque part il le sait, ce genre de choses-là. Ce fameux sous-marin ennemi non identifié au début, que petit à petit dans le film ils arrivent à identifier, c'est un sous-marin russe, c'est le Timur 3, voilà, qui n'est pas censé exister parce qu'il est déclassifié, c'est-à-dire qu'il n'est plus opérationnel. Donc ce n'est pas normal d'entendre ce sous-marin en tant que sous-marin opérationnel sous l'eau. Et là, tous les propos du film, c'est qu'en fait, c'est une coquille vide sous-marin. Et c'est une attaque sous faux drapeau. C'est vraiment, on appelle ça comme ça, une attaque sous faux drapeau. C'est-à-dire que on est dans une guerre nucléaire provoquée par d'autres personnes que les Russes, telle que semblerait indiquer la présence de ce sous-marin russe, le Timur 3. Pourquoi? Parce que ce sous-marin a été acheté on vous dit dans le film, par des djihadistes, et ce sous-marin envoie une frappe nucléaire qui est vide pour enclencher une réaction. Et cette réaction enclenchée qui est inarrêtable en fait. C'est-à-dire que pendant tout le trajet de ce missile qui se révèle être complètement vide, ça a fait flipper tout le monde. Et le président a dit c'est la Russie qui nous attaque, donc on contre-attaque la Russie. Et c'est là qu'il faut s'arrêter parce que Chantrade, lui, rien que par le son, par l'analyse sonore de l'ogive qui était envoyée, par l'engin en fait qui était envoyé, il dit il n'y a pas d'ogive dedans, c'est vide. Donc tout ce que ça va faire, c'est tomber, ça ne va pas faire d'explosion. Donc c'est une fausse attaque qu'on est en train de vivre. Et là, il doit convaincre tout le monde. Il arrive à convaincre tout le monde, mais c'est trop tard. La mission est enclenchée, c'est-à-dire l'ordre de contre-attaque nucléaire est enclenché, et il faut l'arrêter. Il se retrouve donc, c'est là qu'on a une scène iconique en fait, à la Tom Clancy, où le Jack Ryan, ou donc Chantrade, est héliporté, élitreillé à bord du sous-marin, d'un sous-marin français, d'un autre sous-marin français, avec l'amiral, c'est-à-dire Mathieu Kassovitz, joué par Mathieu Kassovitz, qui est un homme de bureau, nous le présente comme un homme de bureau, mais là tout d'un coup il est obligé d'y aller, parce que la situation est extrêmement grave, et il y va avec Chantrade, parce qu'il n'y a plus que lui à être suffisamment fort pour détecter en fait le sous-marin français. Et c'est là où je veux en venir, c'est que le sous-marin français, qui s'appelle l'Effroyable, qui va faire ce tir, devient le sous-marin ennemi. Le sous-marin ennemi, ce n'est plus du tout le sous-marin russe, qui en fait n'existe pas. C'est une coquille vide. Le sous-marin ennemi, c'est le sous-marin russe.
c'est un aspect de politique fiction que je trouve très intéressant de nous dire que l'ennemi est à l'intérieur. Pour faire du Lacan, quoi, pour l'auteur du film qui a été au ministère de l'Intérieur, c'est quand même vachement intéressant de nous dire ça, l'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi, c'est l'autre sous-marin français. Donc là, on est vraiment dans le film de sous-marin pur, c'est-à-dire que les deux sous-marins, bataille navale, quoi, les deux sous-marins sont face à face et se lancent des torpilles pour l'un et l'autre s'arrêter. L'autre, celui qui doit lancer la frappe nucléaire, qui est complètement isolé du monde, doit absolument tirer son missile nucléaire et se sent agressé par le sous-marin français qui lui envoie des torpilles pour l'arrêter. Le film va jusqu'au bout de ça, puisque les deux sous-marins sont extrêmement endommagés. Celui à bord duquel se trouve Chantraide et l'amiral joué par Kassovitz est sérieusement endommagé. Il faut évacuer le bâtiment. Un petit peu de propagande militaire. L'amiral reste à bord du bateau. Il va mourir avec son bâtiment. De toute façon, c'est bien clair, hein, une grande partie du film a été financée par les militaires. Hein. Financé par les militaires, donc c'est cet aspect de propagande militaire. La propagande militaire, c'est ça aussi que je voulais dire, la propagande militaire n'est pas là où on la pense. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de nous dire flotte, petit drapeau, allégeance au drapeau, allégeance à la patrie, c'est pas ça. On est dans un film militaire, les militaires c'est ça. La propagande militaire, dans cette idée qui est un cliché que les amiraux doivent mourir avec leurs hommes. Bon. Tous les militaires sur le terrain savent très bien qu'il y en est autrement, quoi. Voilà. La propagande militaire, elle n'est pas là où on pense. Bon, voilà. L'amiral, c'est un cliché, il meurt avec son sous-marin, puisqu'il nous dit qu'il a été chef de ce sous-marin-là. Et donc, Chantraide, lui, est évacué de force. Alors, de force, c'est-à-dire brutalement. Et c'est là qu'est tout le problème. Une fois qu'il a réussi à convaincre, alors par téléphone, par juste une ligne analogique, hein, par téléphone, il est arrivé à ce que donc sa voix se fasse entendre, que l'autre l'écoute ou non, l'autre à bord du sous-marin, qui doit lancer la frappe, et bien, il est obligé de l'entendre. C'est-à-dire que jusque-là, il décrochait, mais là, après tout ce qui s'est passé, le téléphone est décroché. Lui, il envoie son message qui lui dit de ne pas lancer le missile. In extremis, le missile ne se lance pas, bien sûr. Maintenant, il faut évacuer le sous-marin parce qu'il est en train de couler. Et ben, il est évacué brutalement. Il est à plus de 500 mètres de fond. Cette information n'est pas révélée. C'est un secret militaire que de dire à quelle profondeur vont les sous-marins. Antonin Baudry le dit très bien, c'est un secret qui ne doit pas être révélé. Donc on ne sait pas à quelle profondeur il est, mais il est au moins à 500 mètres. Okay. Il est évacué brutalement. Donc il va passer de 500 mètres à 0 mètres très rapidement. Bon, ben, les tympans, ils en prennent un coup. Et il y a un élément de dialogue qui est très important lorsque l'amiral Kassovitz, joué par Kassovitz, l'envoie dans la tuyère d'évacuation, il lui dit t'es obligé de faire ça, sinon on meurt tous, enfin sinon tu meurs avec moi. Il lui dit pas, mais c'est ça qui se passe, je t'évacue, mais par contre tu dis au revoir à tes tympans. Et dans la trajectoire qu'il fait, la caméra suit Chantraide jusqu'à la surface, et il tient ses oreilles et il hurle. Et il arrive à la surface et on entend un acouphène, quoi. Voilà. Le son est travaillé à ce point-là, c'est-à-dire que pendant tout le film, on entend ce qu'il entend lui, en fait. Hein. On entend sa manière de percevoir le monde. Et à la fin, très clairement, le film nous dit dans la mise en scène qu'il devient sourd. Parce que oui, il retrouve sa copine, donc on a déjà vu donc auparavant, et c'est une scène analogue qui fait écho avec une autre scène précédente, mais elle est filmée différemment, et c'est là qu'on comprend vraiment qu'il est sourd. Et donc c'est très rare, enfin pour nous en tout cas, on trouve que c'est très rare de voir que dans un film français, on explique beaucoup de choses par la mise en scène et même pas besoin de dialogue, parce que c'est jamais dit nulle part dans le film qu'il est sourd. Hein. C'est seulement via la mise en scène qu'on le comprend, et ça c'est quand même rare, et là ça fait quand même référence à beaucoup de cinéastes comme Steven Spielberg, Alfred Hitchcock ou autres qui disent que pour eux ils font un film comme si c'était un film muet. Il faut que tout doit être compréhensible par la mise en scène et l'image. Muet dans le sens dialogue.
Pas muet dans le sens son. Non, Parce mais que bien justement, sûr, on tout parle même passe des par le dialogues. son par ailleurs. Bien Mais sûr, bien sûr, mais c'est on parle en juste que termes c'est de pas mise dit en dans le scène. dialogue. Et D'ailleurs, tout est dit dans la mise en scène. beaucoup de metteurs en scène, ils disent que pour apprendre à faire un film, c'est intéressant de faire un film, on va dire, muet, c'est-à-dire où tu es obligé de t'exprimer visuellement, quoi, puisque le cinéma, c'est ça. Et que, malheureusement, la France, c'est notre avis, hein, dites-le dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas, hein, si vous êtes un grand fan Il y a beaucoup trop de dialogues dans les films du français. cinéma français. Voilà, on est plus dans du théâtre filmé Voilà, que dans du cinéma. C'est pour nous. Le plus gros du cinéma français, c'est de la comédie. Évidemment, c'est les dialogues. Voilà. Bon. Voilà. Là, on n'est pas du tout dans une comédie. Bon. On est dans un film on est dans un film pure mise en scène. Hein. Et c'est ce qui nous étonne, c'est que c'est un premier film. Voilà, alors oui, on ne comprend pas d'où il sort. Pour nous, c'est un miracle. Après 10 ans entre eux, il est plus du tout diplomate. Officiellement, on va dire, hein, il était diplomate. Il était, on va dire, sous les ordres de Dominique de Villepin à l'époque, ok. Mais depuis une bonne dizaine d'années, il fait autre chose. Voilà. Il est passionné de cinéma, il a écrit des scénarios. C'est vrai qu'on ne comprend pas, et d'ailleurs, pourquoi pas, on espère acheter le prochain Blu-ray qui est dans les bonus. Il y aura, on espère, beaucoup de commentaires de sa part. Je veux le commentaire audio de ce film-là, oui. Et qui nous explique comment se fait-il qu'il a pu avoir autant de moyens et visiblement autant de liberté pour un premier film, que ce soit un film de Jean-Jacques Hano ou de Luc Besson, ça serait Jean-Jacques Hano, Luc Besson, Christophe Gans qui aurait pu faire ce genre de film-là. Mais là, c'est un premier film, on est même dans le grand spectacle. Là, on est vraiment, il y a une tension omniprésente du début jusqu'à la fin. Elle est omniprésente. Il y a vraiment un vrai suspense. Et on est perdu même dans le scénario. Et on est perdu, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. On ne sait pas qui va mourir et qui ne va pas mourir, en fait, jusqu'à la fin. Vraiment. Et donc, en conclusion... Alors, malgré ce happy end qui fait que bon, la bombe n'explose pas, d'accord. Malgré ce happy end, le personnage est changé à jamais. C'est là-dessus que c'est là qu'on voulait en venir. C'est-à-dire que le personnage est totalement différent entre le début et la fin. Voilà. D'où le rapport au mythe. Sa raison d'être, son lui, est terminé, quoi. Voilà, et d'où la référence à Joseph Campbell, la transformation du personnage, et son aventure l'aura transformé. Et ce qui est très fort dans le film, c'est qu'il fait face à ses amis qui deviennent ses ennemis, de fait. C'est quelque chose qu'il n'arrive pas à surmonter dans un moment du film, quoi. Voilà. C'est quelque chose qui c'est trop pour lui. Voilà. Donc la tension est permanente aussi à cause de la psychologie du personnage qui est très très mise à mal. Donc en conclusion, on peut dire que c'est un film, si vous êtes arrivé jusque-là... C'est un film qui est politiquement très étrange à cause de ça. Voilà. Et c'est un film en tout cas qu'on vous recommande, hein, vous avez compris, c'est pour nous probablement un des films de l'année, hein, c'est vraiment un film à grand spectacle, intelligent, assez subtil. Et puis donc ça fait quoi? Ça fait depuis les années 40-50 qu'il n'y a pas eu de film de sous-marin français. Voilà, on en a noté deux. Voilà, alors il y a le Casabianca. Casabianca, hein. Oui, Casabianca de Georges Péclet, je crois qu'il s'appelle. Georges Péclet qui a fait un film de sous-marin. Et Les Maudits de René Clément de 1947. Ouais. Et il n'y en a pas eu d'autres. C'est ça qui est fou, quoi. Aux États-Unis, partout, il y a eu énormément de films où on voit des sous-marins. Là, il y en a eu que, il faut remonter à 70 ans pour voir un autre film qui traite de ce genre-là. Donc c'est assez fou. Et c'est pour ça qu'on vous engage, Cyril et moi, à aller voir ce film. S'il reste quelque part, s'il y a des cinémas de province qui le diffusent, oui, il faut y courir. Ou à acheter le Blu-ray. Dès que ça sort, il faut le voir et écouter les commentaires audio pour vérifier ce qu'on a dit. On a peut-être dit des conneries qui seront discréditées par oui, parce qu'il y a eu très peu de choses qui ont été dites sur le film. Il y a quelques interviews, mais... Voilà, je pense que on est les premiers à faire un réel débat sur ce film-là parce qu'il y a extrêmement peu d'informations dessus. C'est pour ça qu'on est très friand et on est assez impatient que la sortie du prochain Blu-ray de ce film pour qu'on puisse voir les bonus parce que on est vraiment friand. On a faim d'informations par rapport à ce film-là. Et donc voilà, on vous engage à aller le voir. En plus, c'est un film français de genre, c'est rare. Donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire une vidéo débat sur ce film. Parce qu'on pense aussi, il joue très bien. Voilà. Un petit détail aussi, c'est que tous les figurants qu'on voit dans le film, donc à part les acteurs qu'on connaît,
ce sont des sous-mariniers Hmm. qui ont demandé à l'auteur s'il pouvait jouer dans le film, et lui, il l'a accepté avec Voilà. plaisir. Donc on voit des vrais sous-mariniers, en fait. Donc voilà, Sans les voir, hein, mais le réalisme est poussé jusque-là, quoi. est poussé très loin. Voilà. Donc, dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film. Si vous ne l'avez pas vu, dites-nous si on vous a donné envie de le voir. Likez la vidéo si vous appréciez notre travail. Partagez la vidéo, car oui, le partage, c'est la vie. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que c'est gratuit et ça nous fait plaisir. Et c'est important pour Et le si vous référencement de avez pas cette aimé, vidéo. et si vous n'avez pas aimé, parlez-en quand même. Parce que Voilà. le bad buzz, Si vous c'est n'avez du pas buzz aimé, quand même. voilà. En tout cas, on vous dit à une prochaine fois. Allez, bye!